Bonne année à tous et meilleurs vœux et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'espace qui sera inévitablement remplie de nombreux événements étonnants en 2024. Alors connectez-vous pour en savoir plus. L'épisode de cette semaine poursuit avec une brève revue de notre système solaire avec Jupiter. Nous discuterons des activités de Starbase ainsi que des premières images de tests de JAXA X-RISM et de la préparation du vol inaugural de ULA, pour enfin terminer avec les lancements de la semaine et l'image spatiale qui vous épatera. Dans le but d'offrir quelques bases sur notre système solaire pour nos débutants en astronomie, cette semaine, nous nous concentrerons sur la 5e planète en partant du Soleil, c'est-à-dire Jupiter. Jupiter est de loin la plus grande planète du système solaire, environ 11 fois plus grande, 318 fois plus lourde et 5,2 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Sa température moyenne est de moins 145 degrés Celsius. Son atmosphère est composée à 90% d'hydrogène et à 10% d'hélium. La pesanteur de Jupiter est 2,4 fois plus supérieure que celle de la Terre, ce qui signifie qu'une personne de 100 kg sur Terre ressentira un poids de 240 kg sur Jupiter. L'environnement de Jupiter n'est probablement pas propice à la vie telle que nous la connaissons. Les températures, les pressions et les matériaux qui caractérisent cette planète sont probablement trop extrêmes et volatiles pour que les organismes puissent s'y adapter. Jupiter a le jour le plus court du système solaire. Une journée sur Jupiter ne prend qu'environ 10 heures et Jupiter fait une orbite complète autour du Soleil, ou une année en temps jovien, en 12 années terrestres environ. Son équateur est incliné par rapport à sa trajectoire orbitale autour du Soleil de seulement 3 degrés. Cela signifie que Jupiter tourne presque à la verticale et n'a pas de saison aussi extrême que les autres planètes. En revanche, la Terre est inclinée de 23,5 degrés. En tant que géante gazeuse, Jupiter n'a pas de véritable surface. La planète est principalement constituée de gaz et de liquides tourbillonnants. Jupiter est entouré d'épaisses couches de nuages contenant probablement de la glace d'ammoniac, des cristaux d'hydrosulfure d'ammonium, ainsi que de l'eau glacée et de la vapeur d'eau. Les scientifiques de la NASA pensent que Jupiter est balayé par des vents puissants, certainement atteignant jusqu'à 540 km/h à l'équateur. Le champ magnétique de Jupiter est de 16 à 54 fois plus puissant que celui de la Terre. Il tourne avec la planète et balaye les particules chargées électriquement. Le champ magnétique de Jupiter provoque également certaines des aurores les plus spectaculaires du système solaire au pôle de la planète, comme le montrent ces images. Jupiter ne peut pas supporter la vie, mais certaines de ses lunes ont sous leur croûte des océans qui pourraient abriter la vie. Jupiter compte à ce jour 95 lunes enregistrées. Les 4 plus grandes lunes de Jupiter sont Io, Europa, Ganymède et Callisto, toutes verrouillées par des marées avec Jupiter, comme le sont la Terre et la Lune. Ils ont été observés pour la première fois par l'astronome Galileo Galilei en 1610 à l'aide d'un télescope de type rudimentaire, bien sûr. Io est le corps volcanique le plus actif du système solaire et est recouvert de soufre et de dioxyde de soufre. Il faut à Io environ 42,5 heures pour terminer une orbite autour de Jupiter. Son atmosphère est mince, principalement composée de dioxyde de soufre. Europa
est connu pour contenir des océans d'eau liquide contenant les ingrédients nécessaires à la vie sous sa croûte gelée. Il possède également une atmosphère très mince composée principalement d'oxygène. Europa a une révolution complète sur son axe en prenant 85 heures et a 13% de la pesanteur terrestre, ce qui signifie qu'une personne de 100 kg aurait l'impression de ne peser que 13 kg. Ganymède est la plus grande lune du système solaire, même plus grande que la planète Mercure. Il tourne sur son axe en 7 jours et 3 heures et a une fine atmosphère d'oxygène. Elle est composée de matériaux rocheux et principalement d'eau glacée et pourrait également être capable de soutenir la vie. Quant à Callisto, ces très rares petits cratères indiquent un faible degré d'activité actuelle en surface. Callisto a une atmosphère très mince composée de dioxyde de carbone et la surface est constituée de quantités à peu près égales de roches et de glace. Callisto a un jour qui dure 7,7 jours terrestres. Pour une révolution de Callisto autour de Jupiter, Ganymède tourne 2 fois plus, Europa 4 fois plus et Io 8 fois plus. À Starbase, après les essais feu statiques du premier étage numéro 10 et du vaisseau spatial numéro 28, la rampe de lancement semble toujours en bon état, comme vous pouvez le constater sur les photos aériennes. Un ancien réservoir d'eau verticale a été retiré, ce qui était planifié. Les baguettes de montage de la plateforme de lancement reçoivent une nouvelle couche de peinture et la Star Factory bénéficie d'une autre extension. Starship numéro 30 a été envoyé au site de Massey pour rejoindre le booster, le premier étage numéro 12 pour de futurs tests. Booster numéro 10 a ensuite été retiré du support de lancement et ramené dans la Megabaie. Ce qui reste dans les hôtes ou Megabaie sont les vaisseaux spatiaux numéro 29 et 32 et bien sûr le premier étage numéro 10. SpaceX a de quoi continuer jusqu'à ce qu'il tire les leçons des essais en vol et que sa Star Factory soit terminée. La JAXA, en partenariat avec la NASA et l'ESA, a envoyé le satellite X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission ou XRISM en septembre 2023. Elle est conçue pour détecter les rayons X avec des énergies allant de 400 électronvolts à 12 000 électronvolts. À titre de comparaison, la lumière visible, c'est-à-dire ce que l'œil humain peut voir, n'est que de 2 à 3 électronvolts. Cette semaine, la JAXA nous a fourni les 2 premières images test prises depuis le Abell 2319, un groupe de galaxies qui s'étend sur plus de 3 millions d'années-lumière, qui est obscuri par des gaz émettant des rayons X à des millions de degrés. La première image vise à montrer la différence entre ce que XRISM voit en violet à l'intérieur du carré et ce que les télescopes verraient sur la base d'une caméra typique. L'autre image de XRISM était celle des restes de la supernova N132, située dans le grand nuage de Magellan, à environ 160 000 années-lumière. Les scientifiques pensent que la N132 a environ 3000 années. Il s'agit des restes colorés d'une étoile d'environ 15 fois plus que la masse du Soleil, qui est morte lorsqu'elle a manqué de carburant, s'est effondrée puis a violemment explosé. XRISM promet de fournir aux scientifiques une quantité incroyable d'informations cosmiques. Les nouvelles découvertes seront dévoilées dans les prochains épisodes d'Espace News. ULA poursuit les répétitions de son infrastructure avant le vol inaugural
la semaine prochaine du Vulcan Center depuis le Pad 41 à Cape Canaveral en Floride. Je couvrirai bien sûr cet événement spectaculaire dans l'épisode de la semaine prochaine. Le dernier lancement de fusée de l'année a été le lancement par China Aerospace Science and Technology Corporation d'une Long March 2C depuis le centre de lancement de satellite Jiuquan en Chine, avec 3 satellites de communication officiellement décrits comme démonstration de technologie Internet par satellite, fabriqués par CAST, fonctionnant sur une inclinaison à 50 degrés et une orbite héliosynchrone. La Chine a vraiment poussé ses lancements vers la fin de l'année dernière avec un lancement record. C'était la 222e fusée de l'année 2023, tout pays confondu. ISRO en Inde a commencé avec le premier lancement de fusée de l'année 2024 avec le satellite ExpoSat à bord d'un véhicule de lancement de satellite polaire, vol numéro 2058, ce lundi 1er janvier depuis son centre spatial Satish Dhawan sur l'île Sri Harikota en Inde, sur une orbite héliosynchrone à 97,6 degrés d'inclinaison. Le satellite polarimètre à rayon X ou ExpoSat est un observatoire indien destiné à étudier de nombreuses sources de rayons X brillants, tels que les trous noirs et les étoiles à neutrons, parmi tant d'autres. C'était la première fois qu'ISRO lançait des charges utiles dédiées à la polarimétrie des rayons X. Le 3 janvier, SpaceX a lancé 21 satellites Starlink V2 Mini sur une orbite terrestre basse circulaire à 530 km d'altitude et 43 degrés d'inclinaison pour sa mission Groupe 7-9 à bord d'une Falcon 9 depuis son complexe de lancement spatial 4E de la base de la Force spatiale de Vandenberg en Californie. Le premier étage était tout nouveau et a atterri à 642 km sur le drone ship Of Course Still Love You. Vous avez peut-être remarqué que cette fois, le lancement de Starlink depuis Vandenberg n'envoie pas 22 satellites, mais plutôt 21. En effet, il comprendra les 6 premiers satellites Starlink légèrement plus grands, dotés de capacités Direct to Cell, qui permettront aux opérateurs de réseaux mobiles du monde entier d'offrir un accès mondial transparent aux SMS, aux appels et à la navigation, où que vous soyez sur Terre, sur des lacs ou dans les eaux côtières, selon SpaceX. Les clients T-Mobile seront les premiers à en bénéficier. Le même jour, une Falcon 9 de SpaceX a envoyé un satellite suédois Ovzon 3 depuis son complexe de lancement spatial 40 de la station des forces spatiales à Cape Canaveral en Floride vers une orbite de transfert géostationnaire pour finalement résider en orbite géostationnaire à 59,7 degrés d'inclinaison est. Le booster a atterri pour sa 10e fois de retour sur son site de Cape Canaveral sur la zone d'atterrissage 1. Ovzon 3 est un satellite de communication qui couvrira un tiers de la Terre via ses faisceaux ponctuels orientables, répondant ainsi à la demande d'une meilleure couverture mobile à large bande dans les régions mal desservies. Vendredi 5 janvier, X-Space a lancé une Kaizu 1A depuis son centre de lancement de satellites de Jiuquan en Chine, avec à son bord 4 satellites Tianmu 1 supplémentaires pour la prévision météorologique, complétant ainsi le réseau satellitaire. Les satellites ont été livrés sur leur orbite héliosynchrone, rejoignant ces 18 autres satellites. Une image colorée et festive montre différents types de lumière contenant les restes, non pas d'une, mais au moins 2 étoiles explosées. Cette supernova s'appelle 30 Doradus B, située à 160 000 années-lumière de la Terre, dans le grand nuage de Magellan, une petite galaxie satellite de la Voie lactée, où les étoiles se forment continuellement depuis 8 à 10 millions d'années.
Cette image a été réalisée en combinant les données de rayons X de l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA en violet, les données optiques du télescope de 4 mètres au Chili appelé Blanco en orange et cyan, et les données infrarouges du télescope spatial Spitzer de la NASA en rouge, et enfin les données optiques du télescope spatial Hubble de la NASA ont été également ajoutées en noir et blanc pour mettre en évidence les caractéristiques nettes de l'image. Les données ont révélé un choc à haute énergie et des vents de particules soufflées par un pulsar, créant ce que l'on appelle une nébuleuse de vent de pulsar. Ces données ont également permis de comprendre qu'une seule explosion de supernova ne pouvait expliquer ce que l'on voit, donc c'est le résultat d'au moins 2 explosions. Ce résultat peut aider les astronomes à apprendre davantage sur la vie des étoiles massives et sur les effets de leur explosion de supernova. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Espace News, la chaîne dédiée à vous informer sur les technologies spatiales, les lancements de fusées, un peu d'astronomie et l'actualité spatiale. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.